Quel est le cadre de l'expression religieuse au travail? C'est un sujet évidemment délicat. D'ailleurs, quand je fais des formations sur cette thématique, je me retrouve des fois avec des personnes qui ont des opinions diamétralement opposées. Vous en avez certaines qui considèrent que la laïcité, c'est quelque chose de formidable, et d'autres qui pensent que c'est de la discrimination, voire de l'islamophobie. Donc il est très très difficile d'avoir le juste positionnement. Le mien étant de faire du droit et pas de la politique. Le droit français, on ne distingue jamais les religions. La Constitution l'interdirait d'ailleurs. Alors, il est vrai que si on se place sur le terrain de la Cour européenne des droits de l'homme, on a vu, par exemple, la Cour valider l'interdiction du voile islamique dans les universités turques, à une époque où Erdogan ne dirigeait pas la Turquie, et nous voyons ça sur ces questions de laïcité dans une vidéo spécifique qui tente de répondre à la question: est-ce que la laïcité relève ou non du droit? Ce qui m'amène à une autre question: est-ce que la laïcité s'applique en entreprise? Ça, on y répondra un petit peu plus tard dans cette vidéo. On va commencer par quelques éléments statistiques. Pourquoi? Parce que chaque année, l'Institut Montaigne publie le baromètre du fait religieux au travail. Et là, je vais vous donner quelques éléments de l'édition 2024, mais si vous voulez, vous pouvez toujours aller ensuite sur le site de l'Institut Montaigne pour voir les études année par année de manière beaucoup plus détaillée. Alors, premier élément, 23% des situations repérées sont dites à forte densité de faits religieux. Bon, ça veut dire que ça veut dire que c'est quand même très tendu et que ce sont des revendications qui, si elles ne sont pas satisfaites, peuvent dégénérer. Puis inversement, il peut également y avoir des situations de discrimination, de racisme. Ça existe aussi, on ne peut pas le négliger. Ensuite, l'islam représente 81% des situations et 91% des comportements perçus comme rigoristes. 2 tiers des personnes interrogées repèrent des situations marquées par le fait religieux dans leur environnement de travail, une proportion qui est à peu près stable depuis 2016. Ça veut dire que ce n'est pas du tout marginal. Ça veut dire que lorsque vous interrogez des salariés et que 2 tiers d'entre eux vous disent: bah oui, on a déjà repéré des problèmes, on va dire, liés autour de la religion, c'est que c'est quand même un phénomène important. 2 tiers des situations concernent des salariés de moins de 35 ans. Nous évoquions les revendications religieuses avec d'éventuelles tensions autour de la religion, mais il y a également des situations de stigmatisation ou de discrimination qui sont repérées régulièrement ou occasionnellement par 30% des répondants à cette enquête, ce qui est quand même considérable. Enfin, 54% des faits nécessitent une intervention managériale, proportion stable. Alors ça veut dire quoi? Ça rejoint un petit peu les 23% des situations à forte densité de faits religieux, comme il est dit dans l'enquête, sans quoi ils pourraient dégénérer. Cela veut aussi dire, vous allez dire, je prêche pour ma paroisse, que les entreprises ont intérêt à être formées sur ces problématiques-là, éventuellement en amont, ça veut dire même si le problème ne s'est pas encore posé, pour pouvoir se préparer au cas où il se poserait. Il ne faut pas oublier qu'il existe un principe fondamental du droit du travail qui est celui des avantages acquis et que même si certaines tolérances religieuses, on peut discuter est-ce que ça relève ou non de l'avantage acquis, il sera plus difficile de revenir en arrière une fois qu'on a accepté certaines situations. Vous allez me dire, là aussi, ça ne concerne pas que le droit du travail, c'est souvent comme ça dans la vie, il est plus facile d'interdire au départ que de laisser et de revenir en arrière. Quel est le cadre juridique de l'expression religieuse au travail? Quelles sont les sources de droit? D'où viennent ces règles? Alors là, vous voyez à l'écran, vous avez toute une série de textes divers, de la Déclaration des droits de l'homme, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, etc. Enfin, on ne va pas toutes les lire, vous les voyez ici à l'écran. Aux différents textes, qui sont souvent des textes à vocation internationale, enfin des textes internationaux. Vous avez aussi la Constitution, vous avez le Code du travail, vous avez même le Code pénal, le Code civil dans une moindre mesure, vous avez des lois spécifiques comme la fameuse loi de 1905, mais qui ne concernent pas le fait religieux au travail.
Vous aviez aussi des recommandations d'instituts publics comme le Défenseur des droits, l'Observatoire de la laïcité. Vous avez la jurisprudence, ça c'est très important, et nous nous baserons en grande partie sur la jurisprudence pour savoir quel est le cadre de l'expression religieuse au travail. Vous avez aussi la coutume. Hein, la coutume est une source de droit. Ça peut se traduire par les usages professionnels. Ça veut dire que si on a toujours accepté, si on a toujours fonctionné de cette manière-là, eh bien, finalement, le juge peut s'en prévaloir et considérer que c'est une source de droit. Même si l'essentiel de cette vidéo est consacré à l'entreprise privée, on va quand même dire un mot ou deux sur le service public. Pas seulement le secteur public, les administrations, mais également le service public. Il y a un principe de neutralité. La Cour européenne des droits de l'homme, le 26 novembre 2015, avait rendu un arrêt intéressant. Elle avait en quelque sorte validé la laïcité à la française qui impose une neutralité dans le service public. Nous avions évoqué cet arrêt aussi dans la vidéo sur est-ce que la laïcité relève du droit, et on va simplement donc rappeler ici que dans cet arrêt du 26 novembre 2015, une assistante sociale française qui travaillait dans un service public hospitalier a été sanctionnée parce qu'elle refusait d'ôter son voile malgré les plaintes de plusieurs patients, et l'affaire est allée jusqu'à la Cour européenne qui a dit oui, l'obligation de neutralité dans le service public est conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Nous pouvons également citer un arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2013, et là, la Cour de cassation a confirmé le bien fondé du licenciement d'une salariée de la Caisse primaire d'assurance maladie. Elle considérait que la laïcité concerne que l'administration, et pourtant la Cour de cassation a considéré que ça concernait globalement tous les salariés qui avaient une mission de service public, qu'ils soient ou non en contact avec le public, et donc pas seulement les fonctionnaires. Venons-en au secteur privé. Beaucoup parmi vous se souviennent peut-être de l'affaire Babilou, l'affaire de la crèche Babilou. De quoi s'agissait-il? D'une employée de cette crèche qui ne voulait pas ôter son voile alors que le règlement intérieur exigeait une neutralité vis-à-vis des enfants. Donc c'était une crèche privée, et l'affaire est allée jusqu'à la Cour de cassation. Il y a même eu 2 arrêts de cassation. Vous avez dit, c'est bizarre qu'il y ait 2 arrêts de cassation. Pourquoi? Alors, je fais une petite parenthèse. Si la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel, elle ne juge pas à sa place. Elle dit simplement que la Cour d'appel a mal jugé et qu'il faut recommencer. Donc l'affaire a été rejugée par une autre Cour d'appel, rejugée sur le fond, et suite à cet arrêt, il y a eu un nouveau pourvoi en cassation, et cette fois pour que ça s'arrête, parce que sinon on pourrait imaginer que ça peut durer éternellement, la Cour de cassation s'est réunie en assemblée plénière pour trancher définitivement. Donc, venons-en déjà à ce principe. Est-ce que la laïcité s'applique en secteur privé? Lors de cette affaire, ou à l'occasion de cette affaire Babilou, le premier arrêt de la Cour de cassation de 19 mars 2013 a dit, ou plutôt confirmé, que le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Comme ça, cela est dit, le principe de base, la laïcité constitutionnelle, et qui s'applique donc également en service public, n'a pas vocation à s'appliquer dans les entreprises privées. Mais comme je vous l'ai dit, il y eut un second arrêt de la Cour de cassation, celui du 24 juin 2014. Alors là, c'est un peu curieux, puisque après le premier arrêt de la Cour de cassation, la salariée pouvait être réintégrée dans l'entreprise, enfin dans la crèche Babilou, puisque son licenciement avait été jugé abusif ou sans cause réelle ni sérieuse. Et dans le deuxième arrêt, finalement, c'est la crèche Babilou qui, en bout de course, a eu raison, si on peut dire, a eu juridiquement raison. Pourquoi? Puisque, sans revenir sur le principe de la non-application de la laïcité constitutionnelle en entreprise privée, la crèche Babilou a été considérée comme bien fondée
à exiger une neutralité religieuse par voie de règlement intérieur. Et pourquoi? Parce qu'il ne faut pas influencer de jeunes enfants, il ne faut pas faire une forme de prosélytisme sur des jeunes enfants, et donc cela justifie, s'agissant donc de la petite enfance, que l'on garde une certaine neutralité, notamment religieuse, lorsque l'on est en contact avec ses enfants. L'épilogue, peut-être plus politique que juridique de cette affaire, fut un recours de la salariée devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Le 10 août 2018, le CDH a rendu un avis qui n'est donc pas contraignant, ce n'est pas vraiment une décision de justice, qui indiquait que la salariée a été victime d'une discrimination en raison des convictions religieuses. Certains ont fait remarquer que ce comité des droits de l'homme n'était pas seulement composé de pays très respectueux de la démocratie, des droits de l'homme et des droits de la femme en particulier. Puisque la laïcité ne s'applique pas en entreprise privée, ça veut dire qu'on peut manifester ses convictions religieuses. Mais jusqu'où? Et là se pose la question du prosélytisme. Nous pouvons essayer d'y répondre à la lumière de deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, ça me donne aussi l'occasion de faire une toute petite parenthèse sur la Cour européenne des droits de l'homme. Cette Cour ne peut pas casser une décision d'un juge national comme peut le faire la Cour de justice de l'Union européenne qui siège à Luxembourg et dont nous parlerons un petit peu plus tard dans cette vidéo au sujet du droit de l'employeur d'exiger la neutralité de ses salariés. Par contre, la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'elle sanctionne un État, le pays qui adhère à la Convention européenne des droits de l'homme, en général, se plie à sa jurisprudence. C'est en quelque sorte de la jurisprudence par anticipation. Ça veut dire que le droit national sera modifié pour être en phase avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et toute future loi devra également être en phase avec cette jurisprudence. Est-ce que ça durera? On sait qu'il y a un débat sur la question, qu'il y a des contestations sur le poids de la jurisprudence européenne. Nous verrons bien à l'avenir ce qu'il en adviendra. Pour le moment, voyons ce qu'avait dit cette Cour dans un arrêt du 25 mai 1993 à propos de la manifestation de ses convictions sans franchir la limite du prosélytisme. Elle avait condamné l'État grec parce que la justice grecque avait sanctionné pénalement un témoin de Jéhovah qui avait soi-disant violé la loi nationale qui interdit le prosélytisme. Et la Cour a considéré là je cite, une simple évangélisation sans contrainte ne justifiait pas pareille sanction disproportionnée au but légitime poursuivi et qu'elle n'était pas nécessaire, je cite, à la protection des droits et des libertés d'autrui dans une société démocratique. Donc, oui, moi je veux bien une simple évangélisation sans contrainte n'est pas du prosélytisme. Bon, pourquoi pas, puisque la Cour européenne des droits de l'homme l'a dit. Dans un arrêt du 10 novembre 2005, la Cour européenne des droits de l'homme nous disait que que la liberté religieuse permet aussi de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public, et aussi dans le cercle de ceux dont on partage la foi. Et là aussi, on est tout de même dans un principe de liberté d'exprimer, de montrer ses convictions religieuses, et ça s'applique donc également au travail. En revanche, si on peut accepter une certaine forme de, on va pas dire de prosélytisme, de libre expression religieuse dont on peut éventuellement déduire un certain prosélytisme, ce qui n'est pas accepté, c'est le prosélytisme agressif. Et là, je mentionnerai deux décisions françaises. L'une de la Cour d'appel de Versailles du 6 décembre 2012. Il s'agissait du cas d'une infirmière d'une clinique qui se livrait à des incantations nocturnes sur l'au-delà et qui terrorisait une patiente pour la contraindre à prier. On relèvera que la Cour d'appel a écarté la qualification de faute grave, qui était en fait le motif du licenciement, mais elle a quand même accepté, elle a quand même admis que cela pouvait être une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais pour violation des obligations contractuelles. Mentionnons aussi
un jugement du Conseil de prud'homme de Toulouse du 9 juin 97 qui valide le licenciement d'un animateur de centre de loisirs qui avait lu la Bible aux enfants et distribué des prospectus religieux. Et pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'un centre laïque et que dans le contrat de travail figurait une obligation de neutralité. Alors notons qu'il existe, comme il existe des établissements confessionnels, il peut exister une entreprise, une association, une organisation de tendance laïque, mais il ne suffit pas de dire oui, oui, je suis laïque, il s'agit véritablement d'œuvrer en ce sens-là. Si vous êtes une association ou même une entreprise qui prône la laïcité, que c'est dans les statuts, que cela relève de l'essence même de l'organisation, alors on peut effectivement admettre qu'il y a une obligation de laïcité, mais il s'agit vraiment d'une exception à la règle générale qui dit que la laïcité ne s'applique pas en entreprise privée. L'expression religieuse peut également être limitée par des considérations qui n'ont aucun rapport avec la laïcité, la philosophie, etc., mais simplement pour des considérations plus pragmatiques ou pour le respect du contrat de travail, pour l'exécution du contrat de travail. Alors, quelques exemples. La liberté vestimentaire sur le lieu de travail n'est pas considérée comme une liberté fondamentale. C'est ainsi qu'avait jugé la Cour de cassation en 2023, et ça concernait un salarié qui voulait absolument venir travailler en Bermuda. Donc, vous voyez, là, on n'est pas dans la religion, mais il est vrai que si la liberté vestimentaire n'est pas une liberté fondamentale, la liberté religieuse, elle, est une liberté fondamentale, mais elle peut impacter la tenue vestimentaire. Autre possibilité de limiter l'expression religieuse, l'interdiction de certaines tenues ou certains attributs, alors on pense évidemment souvent au voile, peut se justifier par les tâches à accomplir, notamment pour des motifs d'hygiène, de santé ou de sécurité. Et là aussi, il faut que l'interdiction ou la limitation soit proportionnée au but recherché. Une fois encore, on ne se place pas sur le terrain de la religion en tant que telle ou de la laïcité, mais sur des obligations professionnelles très terre à terre. Et inversement d'ailleurs, certains vêtements, certaines tenues, certains équipements, on pense aux blouses en établissement sanitaire, on pense aux masques, on pense aux casques de chantier, peuvent être imposés finalement pour les mêmes raisons. Donc des nécessités professionnelles, et ce n'est pas du tout une question de religion. Je vais vous donner maintenant quelques décisions de justice qui illustrent le fait que l'expression religieuse ne doit pas entraver l'exécution du contrat de travail. Donc d'abord, celui d'un boucher qui refusait de toucher du porc. L'affaire est allée jusqu'à la Cour de cassation en 1998. Et qu'a dit la Cour de cassation? Vous pouvez le lire à l'écran. S'il est exact que l'employeur est tenu de respecter les convictions religieuses de ses salariés, celles-ci, sauf clause expresse, n'entrent pas dans le cadre du contrat de travail et l'employeur ne commet aucune faute en demandant au salarié d'exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès l'instant que celle-ci n'est pas contraire à une disposition d'ordre public. Ça veut dire que si vous êtes boucher et que subitement vous décidez « Ah non, moi le porc, je ne touche pas », il fallait peut-être le dire avant, ou si vous le dites après, parce que vous pouvez très bien ou changer de religion, ou décider de devenir pratiquant, mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas exiger de votre employeur, du patron boucher, de ne couper que de la viande qui ne soit pas du porc, que du bœuf par exemple. Donc là, ça justifie à ce moment-là un licenciement. Autre exemple, le refus de serrer la main. Bon, la Cour d'appel de Grenoble avait jugé le 14 septembre 2011 que, sauf pour des raisons sanitaires, refuser de serrer la main de son patron, d'un supérieur, d'un collègue ou d'un client est considéré comme une faute professionnelle. Donc là aussi, cela peut être nuancé. Dans certaines entreprises, ce sera parfaitement accepté, dans d'autres moins. Mais voilà, je vous mentionne cette décision de la Cour d'appel de Grenoble qui date donc de 2011. Autre exemple, là, nous sommes devant la Cour européenne des droits de l'homme, un arrêt de 2013, et la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, admet qu'une infirmière peut se voir interdire de porter une croix chrétienne en milieu hospitalier. Là aussi, le motif, c'était même pas parce que c'est une mission de service public. Alors on pourra en discuter, est-ce que la croix chrétienne, c'est déjà, on va nous dire, ça dépend de la taille, bon, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais
l'interdiction, là, la Cour a considéré que l'interdiction était justifiée pour une cause de sécurité et d'hygiène. En sens inverse, on peut mentionner cet arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2020 qui nous disait que l'employeur ne peut pas licencier un salarié pour faute grave, ce qu'il avait fait, parce qu'il refuse de tailler sa barbe, alors que sa barbe ne présente aucun risque sécuritaire pour lui-même ou pour ses collègues. S'agissant enfin des repas, on va résumer les choses ainsi, on ne peut pas imposer à son entreprise d'avoir des repas différenciés. En matière de médecine du travail, la Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 29 mai 1986 qu'un salarié qui se décrit comme musulman intégriste n'a pas à refuser de subir la visite médicale réglementaire. Ce refus est une cause réelle et sérieuse de licenciement. Terminons par la question des congés et des pauses. Là aussi, la jurisprudence confirme que s'il n'y a pas d'accord collectif, les dates des congés sont fixées par l'employeur. Mais cela ne l'autorise pas à faire de la discrimination. Citons par exemple le licenciement d'un salarié qui n'a pas voulu travailler lors d'une fête religieuse, ce qui a empêché une livraison importante. Citons encore le licenciement pour abandon de poste d'un salarié qui était parti le vendredi soir avant l'heure autorisée, et cela a eu une conséquence sur le bon fonctionnement de l'entreprise. Et en sens inverse, on pourrait citer l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 juin 1991, où le licenciement a été jugé infondé parce que le salarié a pris une pause d'une demi-heure vers 20h30 en période de Ramadan, ce qui n'a pas désorganisé le travail. Donc il faut toujours que les restrictions à la liberté religieuse, en l'occurrence, soient proportionnées et justifiées. Sur les congés et les pauses, je me souviens d'une conférence organisée par le MEDEF à laquelle j'avais assisté, où l'un des conférenciers était un chef d'entreprise du BTP, du bâtiment en Île-de-France, et il expliquait que son entreprise était quasiment rythmée par les rites de l'islam. Pourquoi ? Parce qu'il expliquait que tous ses salariés étaient musulmans et pratiquants, et après tout, c'est sa liberté, tant que ce n'est pas contraire à des règles juridiques, tant que ça ne viole aucune loi, aucun principe fondamental, aucune convention internationale. Si l'employeur a envie de faire fonctionner son entreprise de cette manière-là, alors les tenants de la laïcité vont dire « ah là là, c'est pas normal », mais comme on l'a déjà dit, la laïcité ne s'applique pas en entreprise privée, et si après tout l'entreprise fait ce choix-là, on ne peut pas juridiquement le lui reprocher. Nous en venons maintenant à deux affaires emblématiques, l'une dite Micropole Univers et l'autre Secure Solutions, qui ont véritablement forgé la jurisprudence actuelle sur une question dont on parle souvent, qui est celle de la liberté d'expression de la religion au travail, et plus précisément du droit de l'employeur de la restreindre, d'interdire par exemple le port du voile au travail. Et encore récemment, il y avait une affaire qui a été médiatisée où une salariée s'était filmée elle-même, enfin une candidate à l'emploi s'était filmée elle-même en rentrant dans un magasin, et elle était venue voilée, et l'employeur lui a dit « Attendez, nous on a un règlement intérieur qui interdit cela, je ne peux pas vous embaucher ». Donc elle a posté la vidéo sur les réseaux sociaux, le magasin en question a reçu des menaces, enfin. La question maintenant pour nous ici est de savoir si cette pratique de certaines entreprises est légale ou pas. Et comment en est-on arrivé là et comment a-t-on débouché sur ces décisions de la Cour de justice de l'Union européenne en 2017 ? Alors déjà, c'est la Cour de justice de l'Union européenne et ce n'est pas la Cour européenne des droits de l'homme. Donc la différence, c'est que la Cour des droits de l'homme peut condamner un État parce qu'il n'a pas respecté la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui va conduire à un changement de législation, mais ça ne va pas casser une décision nationale. Alors que la Cour de justice de l'Union européenne, on peut un petit peu la comparer à la Cour suprême des États-Unis. Enfin, la Cour suprême des États-Unis, c'est à la fois la Cour de cassation, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Mais c'est quand même une espèce de super Cour de cassation, en ce sens où elle ne juge pas seulement les États, mais elle juge les parties. C'est la dernière voie de recours.
Et dès lors que l'on peut se prévaloir d'un texte de l'Union européenne, on peut aller, lorsqu'on a épuisé les voies de recours internes, jusqu'à cette Cour de Luxembourg. Donc qu'est-il arrivé dans ce litige? Il s'agissait, si ma mémoire est bonne, d'une entreprise de formation qui avait dépêché auprès d'un client, qui avait envoyé à un de ses clients potentiels une femme, ingénieure de formation, qui est venue voiler, alors que le règlement intérieur de l'entreprise exige une neutralité. Le client s'en est plaint. Alors ensuite, on peut considérer que le client est raciste, peu importe, il s'en est plaint. Et qu'a fait l'entreprise? Elle a dit, écoutez madame, vous enlevez votre voile, c'est pas possible. Bon, elle a refusé, elle a été licenciée, elle est allée au prud'homme, elle est allée en appel, elle est en cassation, et la Cour de cassation, qu'a-t-elle dit? On va faire un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne. Alors c'est très technique, mais en fait c'est simple à comprendre. Le droit, il n'est pas véritablement posé par le Code du travail. Le droit, c'est une directive européenne de 2000, du 29 novembre 2000, sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Et cette directive européenne a été ensuite transposée dans les différents droits nationaux, et notamment dans le Code du travail, mais on peut aussi directement se référer au texte de base, qui est le texte européen. Donc là, c'est la même chose. Et comme le recours a été fait donc devant la Cour de cassation, elle s'est dit, bon, bah, je vais regarder quel est le texte principal, le texte essentiel. Et ce texte essentiel, c'est la fameuse directive européenne. Donc, la Cour de cassation a fait ce renvoi préjudiciel, c'est une demande d'avis. Elle a demandé, c'est comme de la jurisprudence par anticipation, elle a demandé à la juridiction européenne qu'est-ce qu'elle en pense. Est-ce que le fait d'interdire, là ce n'est pas interdire le voile, d'exiger la neutralité politique, philosophique, religieuse, est conforme à la directive du 27 novembre 2000 qui proscrit les discriminations. Et on dit un avis, mais en réalité c'est quasiment une décision de justice qui a été rendue par, c'est une décision de justice en pratique, rendue par la juridiction européenne. Pourquoi? Parce que son avis s'impose à la Cour de cassation. C'est-à-dire que la Cour de cassation demande l'avis à la Cour européenne et ce que dit la Cour européenne sera confirmé. Nous allons voir que la Cour de cassation y a rajouté quelques éléments de droit national, mais c'est quand même, pour l'essentiel, ce qu'a dit la Cour européenne qui va s'imposer. Que nous dit cette directive européenne? C'est l'article 2 qui nous explique ce qu'est une discrimination directe. Alors, une discrimination directe, c'est clair, c'est le fait de traiter une personne de manière moins favorable qu'une autre, sans raison a priori. Bon. Et nous avons également une discrimination indirecte. Alors ça, c'est lorsqu'une disposition, un critère, une pratique apparemment neutre, nous dit donc l'article 2, est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour les personnes d'une religion ou de conviction, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnée par rapport à d'autres personnes. Ensuite, il y a quand même écrit « à moins que ». À moins que quoi? Que cette disposition, ce critère, cette pratique ne soit objectivement justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est une exception. Pas de discrimination, même indirecte, sauf si vraiment c'est nécessaire. Et parmi ces exceptions figurent notamment les exigences professionnelles qui sont visées à l'article 4 de la directive européenne. Et que nous dit cet article 4? Il nous dit que les États membres peuvent prévoir qu'une différence de traitement ne constitue pas une discrimination lorsqu'en raison de la nature de l'activité professionnelle et des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée. Et c'est ça que la Cour de cassation a voulu
savoir a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne. Elle lui a dit, bon ben, puisque le texte suprême c'est la directive et c'est pas le code du travail, et que le juge suprême c'est vous et c'est pas nous, dites-nous comment vous interprétez ça. Et qu'a dit la Cour de justice de l'Union européenne le 14 mars 2017? Elle a dit d'abord que la volonté d'un employeur de tenir compte des souhaits du client, eh ben, ça ne peut pas être considéré comme une exigence professionnelle. Mais la volonté d'un employeur d'afficher une image de neutralité vis-à-vis de ses clients, publics comme privés, est légitime. Ça relève de la liberté d'entreprise, qui est reconnue par une charte. Enfin, la haute juridiction européenne nous dit que l'interdiction de porter un foulard islamique, c'est une interdiction qui découle d'une règle interne, d'un règlement intérieur pour être précis, règlement qui interdit le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions au sens de la directive européenne. Donc c'est une discrimination indirecte, mais une discrimination qui finalement est conforme à la directive européenne. On remarquera que la Cour de justice de l'Union européenne ne parle pas spécialement de religion. Elle dit qu'une entreprise a le droit d'exiger la neutralité politique, philosophique ou religieuse sur le lieu de travail, à condition que le salarié concerné soit en contact avec la clientèle. On peut dire clientèle, on pourrait également dire usager. Cet arrêt est postérieur à l'affaire de la crèche Babylou. Donc les enfants de la crèche sont des usagers. Qu'a fait la Cour de cassation de cet avis de la Cour européenne? Elle l'a appliqué, mais comme on l'a dit, en y rajoutant quelques éléments. Le 22 novembre 2017, la Cour de cassation a confirmé donc ce qu'a dit la Cour européenne, en rajoutant clairement, sous réserve que l'exigence de neutralité soit inscrite au règlement intérieur en bonne et due forme. Bon, ça veut dire qu'une entreprise a parfaitement le droit d'exiger la neutralité philosophique, politique et religieuse de ses salariés en contact avec la clientèle, que cela doit figurer dans un règlement intérieur. Si le règlement intérieur est fait postérieurement à l'entrée du salarié dans l'entreprise, il est valable quand même, mais l'entreprise doit essayer de reclasser le salarié, à le mettre à un endroit où il ne sera pas en contact avec la clientèle. Et si ce n'est pas possible, il peut effectivement être licencié, évidemment pas pour faute, mais pour une cause réelle et sérieuse. Ça veut dire que c'est le choix de l'entreprise de décider si les salariés en contact avec la clientèle doivent être neutres de ce point de vue. Alors, ce n'est pas seulement la religion. D'ailleurs, on ne parle pas de voile. On ne parle même pas de religion. Donc, il n'est pas question de venir avec un t-shirt à la gloire d'un homme politique. Alors, sur le plan philosophique, c'est vrai que ça peut être éventuellement compliqué, par exemple, de travailler dans une entreprise pétrolière et de venir avec un t-shirt qui vante l'écologie. Bon, je ne sais pas si c'est contradictoire. A priori, non, mais ça dépend là aussi, est-ce qu'on est ou pas en contact avec la clientèle? En tout cas, en l'absence de règlement intérieur, en bonne et due forme, l'employeur ne peut pas interdire à un salarié d'exprimer ses convictions, notamment religieuses, et en l'occurrence, de porter le voile. En 2016, la jurisprudence européenne fut transposée dans le Code du travail avec un article L. 1321-2.1 qui dispose que le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. C'est un peu curieux que la législation nationale court après les textes européens et la jurisprudence européenne, d'autant plus que s'il devait encore y avoir un conflit sur cette thématique, le juge suprême resterait la Cour de justice de l'Union européenne et le texte de référence, la directive européenne. Mais enfin, peut-être ça va mieux en le disant qu'en le laissant supposer. Là au moins, les choses sont claires, enfin relativement claires du point de vue du droit français, puisqu'on remarquera que l'article L. 1321-2.1 du Code du travail ne se limite pas, enfin ne dit pas
qu'il s'agit uniquement des salariés en relation avec la clientèle, en contact avec la clientèle ou avec les usagers. Mais on sait bien d'où vient cet article-là, et pour l'instant, on ne voit pas quelle autre situation pourrait être concernée, du moins pour l'essentiel. En tout cas, il s'agit des salariés en contact avec la clientèle. Là aussi, les pratiques sont très diverses dans le monde du travail. Vous avez des entreprises qui le tolèrent parfaitement pour les personnes en contact avec la clientèle. Par exemple, vous avez dans la grande distribution des entreprises où les salariés expriment ouvertement leur religion. Souvent, c'est le voile, c'est ce qu'on voit le plus. Et ça ne pose aucun problème. Enfin, il y a peut-être des clients qui peuvent être choqués par ça, que ça peut ne pas leur plaire. Mais là, nous ne sommes pas pour évoquer ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas, mais ce qui est légal ou ce qui ne l'est pas. Donc voilà pour le cadre de l'expression religieuse au travail et de ses limites. Une dernière chose pour donc terminer cette vidéo, question qui se pose parfois, qui est celle de la radicalisation au travail, et de manière plus pragmatique, plus terre à terre, peut-on licencier un salarié radicalisé? Alors, bon, la réponse, comme souvent en droit, ça dépend, mais c'est plutôt non, mais ça dépend des circonstances. Un salarié radicalisé ne peut pas être sanctionné, en principe, tant que ça ne nuit pas à la bonne marge de l'entreprise. Et par exemple, on a un arrêt du tribunal administratif de Nice, du 24 janvier 2014, qui invalide un arrêté du préfet qui avait suspendu l'habilitation d'un agent de sûreté aéroportuaire pour cause de soupçons de radicalisation. Bon. Donc, que ce soit le privé ou le public, en quoi cette radicalisation va avoir un impact sur son travail? Et on pourrait même se poser la question, c'est quoi la radicalisation? Parce que vous avez des imams qui sont très républicains. Les médias nous parlent des fois de l'imam Chalgoumi, mais il y en a d'autres qui vivent sous protection policière d'ailleurs. Et c'est pas parce qu'il est imam qu'il est radicalisé. Donc, qu'est-ce que la radicalisation? Bon. Ensuite, l'apologie du terrorisme, le racisme, l'antisémitisme, ce sont des délits. Mais, a priori, ils ne constituent pas des fautes professionnelles. Mais là aussi, tout dépend du contexte. Dans un jugement de novembre 2015, le Conseil de prud'homme de Bourges avait validé le licenciement d'un éducateur pour faute grave parce qu'il faisait l'apologie du djihad sur Facebook. Mais justement, c'était un éducateur. Et donc, en tant que tel, il était porteur d'une certaine forme de morale sociale et en principe d'impartialité, a fortiori à l'égard de mineurs. Dernier cas, si le prosélytisme agressif sur le lieu de travail peut justifier la rupture du contrat, ça on l'a déjà vu, sans même parler de radicalisation. La radicalisation à l'extérieur de l'entreprise, nous avons dit qu'elle ne peut pas normalement être un motif de licenciement, mais elle peut entraîner une perte de confiance de l'employeur et de ce fait devenir tout de même une cause sérieuse, réelle et sérieuse de licenciement, sans devenir une faute. Si par exemple vous avez un salarié qui s'est exprimé de manière très très radicale sur les réseaux sociaux, qui a fait l'apologie du Hamas par exemple, alors que son employeur est juif, peut-être que cet employeur peut se poser quelques questions et peut se dire qu'il a du mal à faire confiance à un tel salarié et qu'il peut même craindre des réactions violentes. Donc, est-ce que ce serait accepté? Bon, chaque cas est un cas d'espèce, mais de manière globale, on peut considérer qu'une radicalisation à l'extérieur peut entraîner une perte de confiance. Mais on a vu ça pour d'autres situations que la radicalisation. On a par exemple vu un patron licencier son bras droit parce que ce salarié, ce cadre très supérieur, était l'amant de sa femme. Donc c'est vrai que c'est également un motif de perte de confiance. Ce n'est pas une faute, puisque ce n'était pas directement au travail, mais qu'il y avait une perte de confiance et que les juges ont considéré que c'était un motif légitime, réel et sérieux de licenciement. Voilà,
On termine donc sur une note un petit peu différente. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.